soit le parquet continue d'être embarrassé parce que l'affaire Pegasus, en tant que telle, sur laquelle une commission d'enquête est créée, va faire des révélations gênantes et va infirmer les assertions du parquet selon lesquelles il y a eu que une ou deux personnes seulement qui ont été écoutées dans le cadre de cette affaire par rapport au procès. Ou alors, si la commission d'enquête établit qu'il y a vraiment eu des débordements nombreux, ben là, oui, il peut y avoir des conséquences. Richard Darmon, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors, comme chaque semaine, nous allons essayer de survoler les grands dossiers à l'ordre du jour de l'actualité politique en Israël. Et le premier dossier, presque incontournable, eh bien, c'est le fameux dossier de Pegasus et de l'impact que cette affaire a sur le procès de Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous avez le sentiment que ce procès va être suspendu plus longtemps que prévu parce qu'il doit reprendre? Normalement, il reprend aujourd'hui, lundi. Mais beaucoup de la part des avocats de Binyamin Netanyahou, on souhaite un nouveau report pour justement analyser toutes les répercussions de cette affaire Pegasus. Est-ce qu'on peut dire à ce stade-là, parce que tout est assez incertain et flou, c'est que ce report semble a priori peu probable, puisque déjà en milieu de semaine dernière, mercredi, la veille de la fameuse manifestation organisée par le Likoud à Tel Aviv pour protester contre l'affaire de ces écoutes de la police et demander la suspension justement du procès de Netanyahou, le parquet israélien a informé officiellement le tribunal de district de Jérusalem devant lequel a lieu ce procès que je cite dans une communiqué, je cite donc ce qu'a dit le parquet: aucune loi n'a été violée concernant le scandale des écoutes téléphoniques. En conséquence, l'audition, des témoins au procès de Netanyahou doit se poursuivre immédiatement. Fin de citation. Donc, du point de vue du parquet, il n'y a pas lieu de reporter ce procès. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison qui me fait penser, comme d'autres d'ailleurs analystes, que ce procès va continuer, c'est qu'il semble que la police, sans rentrer dans tous les détails assez scabreux et compliqués, à la fois au plan concret et au plan juridique de cette affaire, c'est que la police a utilisé une zone de non-droit dans la législation israélienne pour espionner sans doute plus qu'un ou deux témoins du procès Netanyahou, comme le parquet l'a reconnu, mais pour espionner d'autres citoyens qui étaient à des postes importants dans l'appareil d'État et aussi au niveau de certains partis politiques, tout simplement parce que dans la législation, les choses n'étaient pas claires sur l'utilisation de cette technique de cyber-écoute, on pourrait dire, des écoutes téléphoniques mises au point par la société NSO. Donc, c'est une zone de non-droit dans laquelle s'est engouffrée la police, en quelque sorte. Et donc, pour l'instant, vous avez, vous, le sentiment que finalement, est-ce que ça peut-être favoriser, si ça ne favorise pas l'arrêt du procès, mais est-ce que ça peut-être favoriser la conclusion d'une sorte d'accord de plaidoyer dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui pourrait revenir sur le devant de la scène? Écoutez, le parquet, malgré ces mots assez clairs et radicaux, évidemment, peut se trouver gêné par cette affaire, peut-être enclin à effectivement ouvrir la voie à une négociation qui pourrait reprendre sur cet accord juridique. Pour l'instant, on est dans une zone un peu floue de ce tournant dû à l'affaire Pegasus, surtout que il y a eu cette manifestation du Likoud. Chose intéressante à noter tout de même, qui montre que Netanyahou exerce une certaine prudence, se conduit avec une certaine prudence, c'est qu'il ne s'est pas rendu à cette manifestation de ses supporters, qui n'est pas très nombreux, 2 à 3 000 manifestants à Tel Aviv, sur la place Abima, qui ont demandé le report du procès. Mais il s'est limité à faire une déclaration préenregistrée par vidéo, dans laquelle, à mot couvert, il a évidemment fait allusion à cette affaire. Il a dit: quelque chose d'affreux est survenu en Israël. La police nationale a espionné des citoyens
avec différents objectifs, notamment politiques, ça veut dire mon procès, entre autres. Or, nous voulons, à marteler Netanyahou, d'un Israël différent, un pays où règne vraiment l'ordre légal et non un pays de fausses affaires, de mensonges et de scandales relayés par la une des médias sans base légale. Fin de citation. On voit effectivement que le Likoud et Netanyahou essayent d'utiliser cette affaire pour, je dirais, faire une sorte de digression par rapport à son procès. Il peut y avoir, en fait, pour répondre à votre question, deux attitudes. Soit le parquet continue d'être embarrassé parce que l'affaire Pegasus, en tant que telle, sur laquelle une commission d'enquête est créée, va faire des révélations gênantes et va infirmer les assertions du parquet selon lesquelles il y a eu que une ou deux personnes seulement qui ont été écoutées dans le cadre de cette affaire par rapport au procès. Ou alors, si la commission d'enquête établit qu'il y a vraiment eu des débordements nombreux, ben là, oui, il peut y avoir des conséquences, mais il est trop tôt pour dire dans quel sens ça va aller. Alors, autre grand dossier qui a éclaté, on va dire, en fin de semaine dernière, c'est cette confrontation directe entre Dodi Amsellem, le député Likoud, et la présidente de la Cour suprême, Esther Chayyout, autour de déclarations verbales, de lettres de réponse très incisives de la part d'Esther Chayyout. Qu'est-ce que vous tirez de ce débat qui semble être récurrent dans la société israélienne entre séfarades et ashkénazes? Oui, puisqu'il y a deux semaines, on avait parlé des mêmes sujets, ce fameux mauvais génie ethnique, entre guillemets, ce qu'on appelle en hébreu le Ed Hadid, c'est-à-dire concernant les communautés, les origines ethniques des communautés qui font le peuple d'Israël. Eh bien, plutôt cette semaine, et d'ailleurs presque les mêmes jours où avaient lieu ces manifestations autour du procès de Netanyahou, l'ex-chef du groupe parlementaire Likoud, David Amsellem, a encore une fois administré une sortie insultante. Bon, il faut dire que c'est devenu sa spécialité politique, surtout depuis la mise en place de la coalition Bennett il y a plus de 7 mois. Et bien cette fois, il s'est lui-même emparé du mauvais génie dont je viens de parler, du racisme communautaire. Eh bien, il a accusé en effet la présidente de la Cour suprême, Esther Chayyout, de discriminer les séfarades, et notamment dans le processus de nomination des candidats à juges à la Cour suprême qu'elle préside. Et il a dit ceci en substance, qui étaient des mots assez durs: comment Chayyout exerce-t-elle la justice? S'est-il interrogé en gesticulant à la tribune de la Knesset. Eh bien, au lieu d'écrire ses conclusions juridiques au bas des attendus qu'elle publie chaque semaine, pourquoi ne m'a-t-elle pas écrit franchement en me disant ceci: Monsieur Amsellem, je ne vous supporte pas, vous tous, ni les Amsellem, ni les Marlouf, faisant référence justement à la réplique de Harvey Heideri il y a 15 jours, après son deuxième procès où il avait accusé la justice israélienne de l'avoir chargé plus qu'il ne fallait parce qu'il portait comme prénom le prénom séfarade de Marlouf. Alors, suite à quoi, comme vous le disiez, la présidente de la Cour n'a pas hésité longtemps et dérogeant une pratique de neutralité politique, car il est très rare qu'un président de la Cour suprême écrive à un député, eh bien, elle lui a répondu du tac au tac en lui envoyant une lettre le lendemain de ses déclarations, ça n'a pas duré longtemps, en récusant toute ségrégation des séfarades, et en disant ceci, je cite un extrait de sa lettre: rien ne tient devant la vérité, donc a-t-elle écrit, je ne vois pas d'où peut venir toute cette haine qui vous a poussé à prononcer ces paroles inadmissibles. Et elle a ajouté ceci: j'ai écouté les mots que vous avez utilisés devant l'hémicycle de la Knesset directement à mon encontre et à l'encontre de mes collègues, et ce, pas pour la première fois. Et a-t-elle ajouté, ce qui est quand même assez intéressant: et moi aussi j'ai grandi dans une Mahabara, en fait le mot hébreu qui désigne les camps de transit pour émigrants dans les années, à la fin des années 40, début des années 50, dans ces Mahabarot où il y avait, a-t-elle expliqué, de nombreux Amsellem, de nombreux Marlouf, mais aussi des Bitons, des Moscovitch et des Herzkovitch, pour expliquer que Séfarad et Ashkenaz sont aussi passés par les camps de
de transit. En fait, faut conclure sur cette regrettable sortie de Amsalem. C'est pas la première fois qu'il fait une sortie contre la Cour suprême, mais à son détriment, il faut le dire, et c'est la première fois que ça se passe, c'est que l'ex-premier ministre Netanyahou, dont on dit qu'Amsalem est un des chiens de garde, un des hommes de paille, si on peut dire, eh bien, cette fois, Netanyahou est resté silencieux. Il a même écrit le lendemain de cette sortie d'Amsalem dans son Twitter que Amsalem ne le représentait pas, ce qui est quand même intéressant. Et il faut ajouter que suite à cette réponse lapidaire et assez peu agréable à entendre pour Amsalem de son mentor Netanyahou, eh bien, Amsalem est resté chez lui et il s'est enfermé 3 jours. Il a refusé toute interview dans les médias sur cette affaire. Alors le dernier point que nous voudrions aborder avec vous, eh bien c'est presque aussi un point récurrent parce qu'on en parle souvent, c'est le parti RAM, le parti de Mansour Abbas. On a un peu le sentiment que de semaine en semaine, eh bien, il prend l'habitude de menacer la stabilité de la coalition gouvernementale en avançant des exigences de plus en plus, on va dire, de plus en plus difficiles pour cette stabilité de la coalition. Tout à fait, parce que ce qui semblait être une attitude conjoncturelle au coup par coup, au déroulement des mois après mois, semaine après semaine, est désormais devenu une attitude structurelle, c'est-à-dire que les 4 voix de 4 voix de députés que RAM apporte pour arriver péniblement à 61 députés de majorité pour la coalition Bennett, donc 4 voix sans lesquelles le gouvernement ne tiendrait pas, eh bien, sont utilisées systématiquement dorénavant pour faire un chantage sur la Knesset et aussi sur le gouvernement. Ainsi, en fin de semaine dernière, RAM a menacé d'empêcher l'adoption de plusieurs projets de loi proposés par la coalition gouvernementale, dont notamment le plus important, celui avancé par Guidon Sar, l'actuel ministre de la Justice du parti Nouvel Espoir, qui a juré de faire passer à la Knesset la fameuse loi limitant à 2 mandats le mandat donc de Premier ministre pour pas qu'un homme politique monopolise, et évidemment ça concerne les leçons à tirer selon Sarr des mandats de Netanyahou successifs pour pas qu'un seul homme politique monopolise le pouvoir. Alors en signe de protestation, en fait, ce report, enfin ce projet a été reporté à la semaine prochaine alors que RAM avait promis qu'il le voterait et en fait il l'a fait par dépit, il a boycotté le vote par dépit parce que plusieurs de ces projets de loi, des projets de loi de RAM ont été bloqués en comité, n'ont pas été adoptés. Il y a un projet notamment qui proposait d'ailleurs un contenu social pas négligeable, il proposait d'interdire aux banques de prélever des intérêts trop nombreux et trop élevés sur les personnes du 3e âge quand elles font des prêts. Un autre projet de loi proposait de rendre légal les remboursements des frais de fonctionnement des travailleurs, des salariés qui sont obligés de travailler à domicile à cause du corona. Bon, et puis il y avait aussi, il faut le dire, c'est peut-être en fait ça qui a déclenché cette crise, il y avait un projet de la création, qui prévoyait la création d'une nouvelle ville arabe israélienne qui a été repoussée en comité de législation. Et donc, manifestant sa mauvaise humeur, le parti RAM a boycotté les votes de plusieurs autres projets présentés par la coalition, ce qui a eu pour effet de repousser à cette semaine. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'a déclaré c'est toujours les mots, parce que les mots prononcés par Mansour Abbas, le chef de RAM, n'ont pas l'air très extrémistes, ils ont l'air de tomber sous le sens, mais ils contiennent une dynamique de blocage structurel dont on parlait à l'instant. Et il a dit ceci, donc Mansour Abbas, si nos 2 projets de loi et le 3e concernant donc la ville arabe nouvelle à créer sont repoussés dans les commissions, eh bien nous bloquerons toute adoption de projet de loi de la coalition présenté devant l'hémicycle. Nous voulons certes, a-t-il précisé toujours avec son air aimable, que ce gouvernement se maintienne, mais il y a des choses qui sont très importantes pour nous. Fin de citation.
Alors, commentaire intéressant du secrétaire général du gouvernement, du cabinet, qui ne parle pas beaucoup. Comment s'appelle-t-il? Shalom Shlomo, si je me trompe. Oui, Shalom Shlomo, qui a déclaré ceci à propos des 4 députés de RAM. Ils utilisent une tactique constante, consistant à tout laisser dans le flou, dans les comités et aussi dans le plénum de l'hémicycle jusqu'au dernier moment pour finalement exercer leur chantage. Et c'était bon, il n'a pas prononcé ce mot de chantage, il a simplement parlé d'un flou, mais le fait est que ça désignait cette position, je dirais, fort avantageuse d'un parti très minoritaire, en plus représentant, disons, un secteur aussi minoritaire de la population israélienne, qui a droit au chapitre, certes, mais qui là exerce vraiment un chantage de plus en plus évident. Je ne sais pas si ça va pouvoir durer des mois de cette manière. Eh bien, Richard Darmon, merci beaucoup pour ce survol de l'actualité politique de cette semaine écoulée. Et on peut supposer que la semaine actuelle sera aussi très mouvementée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve demain, comme chaque mardi, avec votre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient et vos invités. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.